Donc, Frédéric Svenstedt, architecte, et Olivier Chastel, tailleur de pierre. voilà. Bon, on va faire un show, peut-être pas aussi dynamique que celle d'avant, mais voilà. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de cette journée et l'école aussi de Belleville de nous accueillir ici et de nous permettre un peu de se retrouver d'abord, parce que même si on a encore des projets en cours, on ne se voit pas souvent. Et puis de voir l'évolution de notre discussion qui a des rebondissements des fois intéressants. Ça part souvent en sucette, hein, je vous préviens. Alors, pour commencer, je pensais faire un petit retour sur une expérience personnelle de découverte de la pierre. Quelque part, je considère que je suis en quelque sorte autodidacte dans le sens où j'ai tout appris des pierreux. Euh, et le titre, bon, il y a plusieurs, il y a un titre et un sous-titre, je pense, dans ce premier parti, en tout cas, pour moi. Déplacer des pierres, des montagnes, pardon, déplacer des montagnes, c'est un peu la réalité de ce qu'on fait quand on construit en pierre. Évidemment, c'est aussi le fait de n'importe quel projet qui demande beaucoup d'engagement, particulièrement avec la pierre. Et puis, il y a d'autres sens en anglais. Moving Mountains, c'est aussi l'idée que, en anglais, on entend aussi que peut-être les résultats puissent être émouvants, qui est malgré tout un peu le but pour moi, je pense, de l'architecture, même si c'est une qualité qui n'est pas toujours demandée. Alors, la première pierre pour moi était la découverte. Bon, je suis du Nord, je suis euh, suédois d'origine, j'ai grandi en Amérique du Nord, mais j'ai passé beaucoup de temps dans le sud de la France après m'être installé en France, j'ai pu découvrir la pierre comme en tant qu'architecte ici, donc dans le Luberon. J'aime bien cette image, pour moi c'est un peu une sorte de fenêtre d'espoir, il y a cette échelle au bout, on se dit mais où est-ce qu'on peut grimper? Et j'ai eu l'occasion de faire un premier projet dans une maison particulière dans le Luberon, dans un site splendide, mais assez complexe, et avec la consigne dans le Luberon de construire des bâtiments qui devaient être de couleur pierre. Alors, au début, je me suis gratté la tête, le béton teinté, comment on peut faire, etc., les enduits. Et je connaissais un peu des chantiers dans la région. Et je passais devant d'ailleurs un chantier d'un confrère dont je ne me souviens pas le nom, mais qui avait un chantier pas loin. Et là, dans cette image aussi, on voit, donc c'est le chantier de cette maison, on voit un peu les bases de ce que je pensais être la construction pierre. C'est-à-dire, il y a des blocs dimensionnés pour sortir droit de carrière, pas trop de découpe, et on les pose, on les décale comme des Legos, et on les pose avec l'aide d'une grue, évidemment. Euh, et ça fabrique quelque chose d'assez simple et compréhensible. Alors, je n'ai pas raconté toute l'histoire de ce projet, c'est que dans le Luberon, on peut construire que là où il y a déjà des ruines, ou déjà des bâtiments, pardon. Et donc, c'est une contradiction, et il se veut que là, il y avait des ruines, et donc il y a cette image bah, ça c'est plus pour la poésie, mais de Caspar David Friedrich que j'aime bien, c'est la maison dans la maison dans la ruine d'une abbaye. Et donc, on avait cette ruine et on a essayé de construire autour. Et j'ai convaincu les propriétaires de garder les murs aussi, pour garder une sorte de trace. C'était comme un petit hameau, et d'essayer de reconstruire en faisant un bâtiment très simple, garder cet esprit presque reconstituer cet esprit de village. On voit le bâtiment principal derrière. Il y a une petite chambre d'amis construite dans les ruines avec juste une seule mur. Et à droite, dans les ruines, dans les restes d'une ferme, sans toit, la piscine. Le plan, juste pour vous orienter, il y a à gauche une volume simple pour les chambres, une grande transparence centrale du sud au nord, parce que les vues sont au nord et le soleil évidemment est au sud, en haut de la colline. Donc il y a une sorte de- de progression. On descend dans la maison, on descend la pente vers la vue.
et puis la cuisine et le garage qui sont construits pour reconstituer un petit chemin qui existait dans ces ruines, et au bout, la piscine. Donc c'est une maison en pierre, mais il y a beaucoup de bois, et il y a beaucoup de verre aussi, il y a un peu de béton, d'ailleurs pas mal de béton parce que les fondations nécessitaient, à cause de conditions de sol très argileuses, des massifs en béton. Donc on ne le voit pas, mais il y a beaucoup de béton enterré. Et donc la fabrication des ouvertures, tout simplement, on décale les pierres et ça fait une fenêtre. Et un grand toit, il fallait aussi des toits en tuiles, donc une sorte de grand toit de grange, mais qui laisse une certaine modernité et simplicité à l'intérieur et une ouverture vers le paysage. On a toujours le contact avec la ruine et les vues. Les chambres, donc tous les aménagements sont en contreplaqué bouleau. C'est quelque chose que j'ai apporté du Nord, littéralement d'ailleurs. Et voilà, les petites fenêtres qu'on ouvre dans le mur, encore une fois, et la piscine. Alors, ça c'était la première pierre, où moi j'ai tout appris des compagnons qui étaient ravis de construire des murs, parce qu'ils étaient compagnons maçons, mais ils passaient leur temps à faire des petits murs de jardin. Donc ils m'ont pris quelques petits règles de base qui semblaient bien. Donc un appui de 25 cm devrait suffire, entre des pierres, etc. Des choses très très simples que donc j'ai essayé d'appliquer sur une autre échelle. Donc pour des vignerons, c'est une image de leur forme de bouteille. Donc c'est de forme en plâtre ou en bois pour faire leur bouteille, qui est une sorte de jolie métaphore. Dans un site avec un château en contrebas de la route et des restants, c'est-à-dire des terrassements de vignes, et le bâtiment principal au centre, là où il y avait des bâtiments un peu chaotiques qui a été démoli, pour faire un grand bâtiment quand même, de 3000 m² pour faire du vin. Et plus au nord, un petit bâtiment, un bâtiment agricole pour la culture des raisins. Dans ce paysage, il semblait, donc c'est un bâtiment qui fait 110 mètres de long, donc c'est costaud. Dans ce paysage sublime, vallonné, c'est le plateau au-dessus près de Draguignan. On devine les montagnes au loin, et c'est un paysage ondulant, assez sensuel, et donc on voulait un peu marquer l'horizon avec ce bâtiment qui est à moitié enterré pour des raisons d'inertie thermique et aussi pour la vinification se passe mieux quand c'est gravitaire. Donc les raisins rentrent en haut et descendent petit à petit et sortent en format bouteille à la fin. Et donc faire cette grande bâtisse en pierre me semblait cohérent avec le paysage, mais lui donner une échelle aussi qui puisse être à la fois l'échelle d'un bâtiment de 100 mètres de long et l'échelle d'un bâtiment qu'on longe de très près pour voir le paysage. Et donc c'est des blocs c'est mon côté mathématique peut-être, mais 1 mètre par 1 mètre par 50 cm, donc c'est simplement dimensionné, et juste empilé, et puis vrillé 10 cm pour créer des sortes d'écailles qui captent le soleil et qui permet de lire un peu de détails vus de loin, parce qu'on passe très vite en voiture, et si on s'arrête, donc on peut toucher le bâtiment. C'est une échelle très humaine. Et puis les pierres, donc c'est un bâtiment qui aussi a beaucoup de béton, pour des raisons que je vous expliquerai, mais les murs portent certains éléments des planchers et des toits, mais surtout les façades sont autoportantes, et donc toutes les ouvertures sont juste une question de vriller les pierres pour laisser plus d'ouverture. Donc là vous voyez le côté d'une belvédère qui n'est pas contre la route, on longe le bâtiment. Là vous voyez le gravitaire dont je parlais, c'est-à-dire il y a un cours de vendange qui est il y a des visiteurs et un caveau de vente dans ce domaine, le domaine hôte, donc, et on passe devant, on longe la cour de vendange, mais qui est quand même un tout petit peu abrité pour minimiser l'impact des tracteurs et de tous les éléments de travail. Et donc là, on voit la coupe, comment ça descend dans le paysage, dans la colline. Côté route, il y a une légère courbe parce qu'on passe à la vitesse des voitures, donc c'est pour un peu accentuer ce passage.
la façade arrière, pour moi, c'est la grande façade qui fait un peu temple. Et puis, il y a une rampe pour les gens qui travaillent et un belvédère. Donc ça, les visiteurs, ils viennent du loin. Ils arrivent devant cette grande baie qui permet de rentrer et où, en reflet, vous voyez la vue sur le paysage qu'on a sur place. Et puis à l'intérieur, donc les structures en béton pour permettre de plus facilement poser les grands portés de poutres précontraintes en béton. On peut rentrer dans les détails, mais c'était plus simple de faire ça en béton. C'est des grandes dimensions. Là, c'est des foudres. La première chose qu'on voit en rentrant. Et puis la partie réception du public, le bar de dégustation qu'ils appellent le sous-marin, parce que c'est fait par les ferronniers des cuves, donc en inox. Il y a des bureaux, et puis il y a la vue pour ceux qui viennent, sans déranger le travail. On peut voir les éléments de processus du vin. Et donc il y a de l'éclairage naturel dans cette cuverie, en façade à gauche et des sortes de verrières protégées. Là, vous voyez le plan avec à droite la cour de vendange, l'entrée des pressoirs, et puis la cuverie, et puis en bas le belvédère pour le public et les visiteurs, qui à chaque fois rentrent, ils ont une sorte de balcon, soit sur le paysage, soit sur les différentes étapes du vin. La coupe, encore une fois, la cour de vendange, et donc les pierres sont parfois décalées. Là où ils sont le plus décalés, on est en zone sismique, donc pour être un peu technique, l'ingénieur, jusqu'à ceux que je travaille avec Olivier, je n'avais que des ingénieurs béton. Donc il a fallu faire des carottages et des piliers en béton pour résister. En fait, ça ancre les murs en pierre aux fondations en béton, pour éviter que quand ça secoue, les pierres tombent, tout simplement. Les pierreux trouvaient ça absurde, mais bon, c'était la réglementation. Et puis, on a pu creuser dans la matière. Et ce système d'écartement de pierre créé, protège les bureaux du soleil, et des zones qui sont vitrées derrière du soleil. Et en fait, je ne m'étais pas du tout rendu compte que ça fabrique aussi une sorte de lanterne la nuit. Donc, il y a des belles surprises, même quand on dessine des projets. Et donc, si je parle de déplacer les montagnes, voilà une carrière. Ce n'est pas la carrière de Pierre de Vers ou de Pont du Gard. Je n'avais pas de bonnes photos de ça, ça c'est notre site dont je vais vous parler. Mais vous voyez que voilà, il y a un lien de famille avec la découpe de ce mur de pierre, avec la façade de bâtiment que je viens de vous montrer. L'image du chantier, les blocs qui arrivent. Tous les murs ont été montés par une équipe de 2 maçons. Donc c'est 300 mètres linéaires de pierre qui montent jusqu'à 9 mètres de pierre posée par un père et son fils. C'est Manu Chaud en short. Voilà. Ils ne sont pas là? Non. Non, bah on peut dire leur nom. On peut les nommer, évidemment. Eric et Manu Chaud. Et leurs outils, voilà, des crayons, un petit pince pour décaler la pierre, des cales en bois, c'est très humain. Et ça fabrique quand même ces 9 mètres d'auteur. Et ça, c'est le petit frère ou la petite sœur du bâtiment, qui est le bâtiment agricole qui était vu. Donc, j'ai réussi à convaincre le propriétaire de aussi fabriquer au moins le mur, le bâtiment principal en pierre aussi, qui est juste en gros un entrepôt et avec un petit logement au bout pour l'onologue. Et il y a un auvent en béton, donc même ça, il y a un peu de béton. Alors ça nous amène peut-être au sujet qu'on va discuter le plus avec Olivier, et qui est le chai de la maison et le chai pour la domaine de Las Frères, où il y avait donc une autre découverte, une autre manière de construire en pierre, dans un site qui est une montagne, c'est sur
sur cette montagne où ils cultivent le vin, le raisin, parce que c'est particulièrement orienté. C'est aussi un lieu de travailler avec des chevaux parfois, parce que c'est tellement pentu. Mais la maison de vin a décidé de récupérer un site existant au cœur du village. Au lieu de construire, comme font certains, un grand entrepôt au bord de l'autoroute, ils ont décidé d'investir le site. Et donc, c'était vraiment un projet assez complexe parce qu'il y avait un grand bâtisse existant qui était un peu lourd et peu de charme, un jardin complètement abîmé et une site en cœur de village. Pour les vendanges, c'est pas très facile. C'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a plusieurs circulations à gérer. Donc, les vendanges se font en traversant le jardin, au bout du jardin. Et le chai même se devait un peu d'être plutôt un fond. Ce grand bâtiment technique devait se fondre, être plutôt un mur de jardin. Et là, vous voyez un peu la logique du site, c'est qu'il y a la maison principale restaurée, le jardin, et deux murs de jardin. L'un, c'est le chai, un bâtiment très dense et technique. Et de l'autre côté, au bord de la route, une petite épaisseur du mur qui est le caveau. Donc là, la technicité, je ne sais pas si je suis trop long, ou si je dois accélérer, mais vous me direz. Tout va bien. Donc, une maquette un peu stérile, je trouve, maintenant, de cet exercice. C'est-à-dire comment fabriquer un mur qui permet de gérer plein de sujets en même temps, à la fois être la façade présent et absent de ce bâtiment, qui permet de l'intégrer dans son contexte et donner une certaine émotion aussi, tout en étant, en fait, quand on rentre dans le jardin, et tout en donc protégeant ce processus où le vin a besoin d'une inertie thermique, évidemment, a besoin d'être protégé de la lumière, a besoin de plein de choses. Donc là, le plan de site avec la maison à gauche, le caveau en haut et au milieu, cette épine qui bouge un peu, qui danse, derrière lequel on trouve le chai proprement dit. On peut faire des vendanges à l'intérieur du bâtiment même ou dans une petite cour triangulaire à l'extérieur au sud. Donc il faut protéger du soleil. Le sous-sol, parce que il y a une sorte de circuit de visite aussi prévu et des chambres d'hôtes aménagées dans le bâtiment et un toit sur lequel on peut visiter. Donc ce mur est une sorte de convergence, une sorte d'outil. Bien sûr, il est inspiré un peu par les collines, un peu par les montagnes, un peu par l'idée de rentrer dans une cave, une grotte. Cave en anglais, c'est une grotte. Mais aussi, il protège il encadre une série de rampes qui permet de visiter, mais qui permet aussi de déplacer les barriques entre les niveaux. Et il reflète aussi la lumière pour qu'on puisse avoir la lumière naturelle dans le chai, sans qu'il y ait la lumière directe sur les cuves ou les barriques, évidemment. Dans un site existant, avec un travail de pierre dont on va discuter tout à l'instant. Non, non, pas du tout. Oui, on va en revenir à ce mur tout à l'heure, mais il permet aussi de créer quelques moments un peu étranges de connexion avec l'existant. Il y a un moment où on rentre dans le bâtiment, et là vous voyez les séries de rampes. Donc cette dilatation du mur n'est pas qu'un effet, ça le permet d'être stable structurellement. Alors les ingénieurs Stono qui ont travaillé dessus me corrigent parfois là-dessus, mais bon, moi je vois ça comme ça, intuitivement, que le mouvement fabrique une stabilité. Parce que le mur est autoportant, donc il est en porte-à-faux verticalement. Il ne touche pas le bâtiment derrière pour des raisons de résistance et de mouvement possible, parce que là aussi on est en site sismique. Et puis ce mouvement fabrique aussi donc un lieu pour rentrer plus loin, ça s'écarte pour une connexion avec la maison et permet cette progression
de visite. À travers les vitres, là, on ne voit pas à cause du reflet, mais à travers les vitres, on voit la cuverie, on voit les barriques. Et ça relie les différents niveaux de l'autre côté du verre, qui sont les barriques. Et donc, on voit très bien ici la lumière naturelle qui rentre grâce au mur. Il y a 2 niveaux de barriques pour chaque année en rotation. Il y a la cuverie pour la fermentation du vin et la façade arrière, donc sur la cour, qui s'ouvre complètement. Il y a quelques petits détails, il y a des bureaux avec leur propre fenestration sur la rue arrière, la ventilation pour le froid qui est nécessaire pour les cuves. Sur le toit, donc depuis le jardin, l'ironie c'est qu'on ne voit pas les collines. Les collines, c'est un peu le référent pour tous les vignerons ici. Donc on peut monter sur le toit, il y a un belvédère qui est relié à la maison. Et bon, j'ai pas pris les photos dans l'autre sens évidemment. Donc en face, il y a les collines. Et puis en face aussi, il y a le jardin et on devine les collines derrière et le caveau. Et le caveau, donc c'est vraiment conçu comme ça, comme un épaississement du mur. Avec un morceau, on a mordu dans le bâtiment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un marronnier assez charmant, magnifique même, qu'on voulait garder. Et donc, ça permettait aussi de faire une entrée vitrée, protégée naturellement par l'ombre de l'arbre. Et avec une mur qui protège du soleil le caveau, mais permet quand même d'avoir des aperçus. Et là, vous voyez à travers, au fond, l'impression, je pense, qu'on a quand on arrive sur site, et qui était volontaire, c'est qu'on devine qu'il y a quelque chose, mais on ne le voit pas vraiment. Ce mur, au fond, malgré les ondulations, il est au nord, il est assez sobre, jusqu'à ce qu'on se rapproche. On a aussi aménagé la maison, avec un tout petit peu de pierre, de pas très loin. Évidemment, mais c'était pour moi pas si évident que ça, inspiré des visites des carrières qui ont été faites. Alors Paul Mariotta qui est parti, bon, il aurait peut-être bien aimé qu'on voit, ça c'est la carrière dans le Luberon, qui est le site, la carrière de l'Estayade, qui est le site d'où vient la pierre pour le bâtiment. Et même là, il y a une évocation de cette même montagne décalée. Avec leur bureau à l'intérieur, ils appellent ça le bureau, avec des piliers qui tiennent la montagne au-dessus, qui monte à peu près 20 mètres, qui fait penser à des sortes de paysages de rêve, mais c'est encore mieux en vrai. Et des trous qui sont faits pour laisser passer de la lumière, pour pouvoir travailler. Bon, à côté de ça, ça paraît beaucoup plus simple. Et le caveau la nuit, et donc ce mur. Alors, comment fabriquer un mur qui semble en mouvement? Alors, intuitivement, en tant qu'autodidacte de la pierre, je m'étais creusé bien la tête pour trouver une solution qui ne marchait pas vraiment. Alors, deux minutes, mais on va revenir là-dessus, parce que bon, nous on a fait des dessins, on a essayé de trouver une solution, de faire ça pour éviter d'utiliser des machines trop compliquées, juste une scie à bande, donc c'était des blocs juste taillés sur 2 faces pour fabriquer des courbes, et du coup on pouvait les empiler et fabriquer un mouvement. Et Olivier s'est entêté à me convaincre de faire autrement, et je le remercie parce que je suis aussi têtu que lui, je crois. Ça, c'est le prototype, en quelque sorte, chez le grain d'orge, chez Olivier. Le robot, bon, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus aussi. Bon, là, c'est pas en short cette fois-ci. Eric et Manu, donc le même père et fils, qui ont monté tout ce mur aussi. Et je vais juste montrer 2 autres petits projets sur lesquels on travaille, qui sont aussi une autre manière de découvrir la pierre. Ici, pour un vigneron pas très loin, de faire un bâtiment. Donc, il a déjà travaillé avec Olivier pour faire un cave, et tu en parleras toi-même.
Mais il a dit, mais je voudrais construire tout en pierre et aussi faire un autre cave enterré entièrement en pierre. Ce que moi, j'aurais pas osé faire parce que j'ai peur de l'humidité. On dit que la pierre ne doit pas être dans la terre. Et on a même eu quelques soucis avec la pierre, avec l'humidité. Mais donc, on essaye de faire un projet. Donc avec Stono aussi, qui se gratte pas mal la tête aussi. Et on s'est retrouvé, moi je trouve en tout cas, on s'est retrouvé à refaire l'histoire de l'architecture, à retrouver la voûte romane. C'est-à-dire que bon, on a tout essayé, je crois, mais finalement je trouvais que c'était le plus rassurant de venir vers quelque chose de très, qui semble très classique, mais qui a quand même des portées assez conséquentes. Avec ou sans tiges, on en discutera, qui sont plutôt liées aux contraintes sismiques que seulement la portée, si j'ai bien compris la leçon. Et au sous-sol, donc des caves. Et ça, c'est le cave qu'Olivier a déjà réalisé pour pour Jean-Louis Chave, même domaine. Là, je lui laisserai revenir là-dessus. Une dernière expérience de travail avec la pierre qu'on a fait, qui est pas loin de travail qu'a montré Amin Taha tout à l'heure, avec des sortes de fines plaques courbées en pierre, parce que c'est un peu sur le principe c'est de la pierre fibrée, dans cette cas-ci, et c'est un peu ça se rapproche aux voûtes catalanes, sauf que c'est préfabriqué. Donc les voûtes catalanes, si vous ne savez pas, c'est assez artisanal. C'est des tuiles normalement en 3 couches qui sont contre-scellées avec le mortier. Et ça permet de fabriquer des énormes voûtes qui tiennent et qui sont solidaires parce qu'il y a une sorte de contre-battement. Ici, l'idée, donc c'est pour un concours qu'on n'a pas gagné à Neuilly pour faire des pavillons. Et nous, on proposait de faire une sorte d'arcade décousue, une arcade morcelée pour faire des petits pavillons avec des formes différentes, avec toujours des programmes qui pouvaient être différents aussi. Avec l'idée donc que c'est une sorte de collage de chutes de pierre qui sont quand même taillées, mais qui sont des récupérations de petits morceaux qui sont recollés et assemblés et digitalement. Parce que là aussi, par l'expérience de Delage, j'ai appris qu'on ne devrait pas avoir peur de l'ordinateur en travaillant la pierre. D'où la question, quelle est la forme naturelle de la pierre? Je ne suis pas sûr que c'est un bloc carré. La pierre vient souvent de matières presque liquides qui ont été stabilisées avec le temps, donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Et voilà. Olivier, si tu veux commenter. Bon, est-ce que tu as ton film ou pas? Non. Oui, j'ai mon film, mais je ne sais pas si on va le présenter en fait. Je voulais savoir qui était tailleur de pierre dans la salle, à part mon pote Pierre là. Il y en a combien là? Un, 2, 3, 4. Ok, donc je vais juste poser une petite question avant d'aller plus loin dans le débat. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut me donner une définition claire de ce qu'est un appareilleur dans notre métier, s'il vous plaît? Vous avez un micro? Mais pas parmi les tailleurs de pierre, hein. Ah non! Ah mais c'est mon micro.
C'est le cours d'après. Faut pas oublier qu'il y avait deux personnes hein, pour. Il faut que je parle dans le micro. Ah ouais, mais moi je veux pas être sur YouTube après. Hein. Bon, alors, oula, il faut pas que je parle trop fort par contre là. Oui. Donc
Donc l'idée, c'était de se dire en effet comment est-ce qu'on peut recréer ce truc, hein. C'est comment on peut recréer de la structure tout en conservant l'esprit de la forme, hein, parce que l'objectif, c'était pas de lui faire un mur plat, hein, c'était de lui faire un mur voile. Et donc là, ça a été le dialogue entre nous, et c'est vrai qu'il est super têtu en fait, hein. Au début, il m'a dit non, c'est comme ça. Et comme moi je suis plus têtu, je lui ai dit non, ça marche pas. Donc en fait, j'ai dû faire une petite maquette, je sais pas si tu t'en rappelles. J'arrivais avec une petite maquette où j'ai fait sa solution, j'ai fait la mienne, et il a vu que ça tenait pas à la sienne. Et là, il m'a dit bon, c'est vrai que bon. Donc on est passé au stade d'après, qui, alors je ne sais pas si nos amis de Stono voudront intervenir là-dessus, mais le stade d'après, c'était d'optimiser la forme. Et là, c'est plus le travail de l'appareilleur, tel que je définissais mon rôle dans cette demande, ni le travail de l'architecte, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, pour que ça tienne, il a plus son mot à dire, c'est-à-dire que s'il faut organiser les choses d'une certaine façon, il faut qu'il accepte la réalité de la physique. Et à ce moment-là, l'optimisation de la part de Stono a été suffisamment pointue pour conserver la faisabilité, c'est-à-dire on conservait des assises, on conservait la courbure, on conservait des fruits au mur qui étaient significatifs pour qu'on se rende bien compte que le gars qui a monté ça, il devait quand même bien picoler. Et petit à petit, la structure s'est adaptée. Donc on a vraiment vu, moi je recevais les moutures au fur et à mesure avec Karl, et on voyait ce mur qui bougeait, qui des fois se mettait à pencher un peu plus ou un peu moins justement pour établir des équilibres. Et à un moment donné, il y a eu un compromis. Il y a eu un compromis. À partir de là, en effet, j'ai envie de dire que ça faisait un moment que le projet lui avait échappé, hein, il ne le savait pas, mais hein, faut dire ce qu'il y est quand même. Bah, là-dessus, je répondrai parce que juste, j'ai mis exprès ces deux images-là, c'est-à-dire que nous, on avait fait une maquette 3D du mur qu'on a passé, donc qu'on a transmis, parce que Stono n'était pas là au début. On a fait le travail avec le même ingénieur plutôt béton et qui avait fait, c'est la mauvaise solution que je montre là. C'est-à-dire que c'est des blocs, c'est la moins bonne solution, on va dire, avec les petits blocs de pierre, et puis en plus de ça, un chaînage et des raidisseurs en béton. J'avais oublié, excusez-moi, il y avait cette horrible chose au départ, en effet. Oui, et donc voilà, après je te laisse continuer. Donc c'était la solution que nous, intuitivement, on avait vu les contraintes, encore une fois sismiques, voilà. Il faut imaginer que depuis, donc Sono a pris cette maquette et l'a fait bouger, épaissir, changer de forme, voilà. Donc en effet, j'en profite parce qu'il me remémore le fait qu'il y avait ces poteaux béton, en tout cas ces renforts béton. Je vous le dis solennellement, il faut arrêter avec ces conneries, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement antinomique. C'est-à-dire on raisonne globalement, on essaye de trouver notre chemin dans un monde qu'on imagine plat. C'est pas possible. Le monde, il est sphérique, il est en 3D, donc il faut changer la compréhension des choses. Un système béton avec des poteaux, des horizontalités, des chaînages, de l'acier, etc., ça marche très bien. Ça marche très bien pour ce que c'est. Vous mettez un poteau béton de 15 cm de diamètre dans un poteau, un pilier en pierre de 50 par 50, si ça vibre, de toute façon, ça va fendre. Ça va fendre. Si ça dilate ou si ça bouge ou à cause de la chaleur, ça va fondre. Si vous avez un support dessous qui est en béton avec des joints de dilatation, votre structure va fendre. C'est ce qui nous est arrivé, hein. On a dit clairement, la structure béton telle que vous la pensez dans votre monde plat, dans notre monde sphérique, nous, en pierre, ça n'est pas compatible. Vous mettez un joint de dilatation alors qu'en dessus, vous avez une pierre qui est rigide. Donc le joint de dilatation va travailler, mais la pierre va, elle, à la traction, ça vaut que dalle, elle va se fendre. Tout ça pour vous amener peut-être à cette idée que tout ce qui est construit sur Terre, et en tout cas en France, en matière de pierre, ça fait, donc on a quand même des siècles de construction en pierre, ça flotte sur la Terre. Il n'y a pas de structure béton armée dessous. 99,9% des bâtis de pierre en France, il n'y a pas de béton armé dessous.
Oui, tu parles des fondations parce que c'est Les un fondations. sujet sur l'autre projet, l'autre cave Voilà, sur qu'on les nous a fondations. montré. Donc, Oui. mais en effet, c'est lié, c'est-à-dire que si tu as des poteaux, ça veut dire que tu as des fondations, ça veut dire que tu es dans la même logique habituelle de chaînage horizontal en fondation, poteau, chaînage en haut, etc., etc. Donc ça, je vous invite vraiment à avoir un éclairage là-dessus, parce que ça va potentialiser ce que vous serez capable de faire en pierre, et ça va vous enlever des vrais problèmes, ça va vous réduire les questions économiques aussi, à un moment donné. Voilà. Et donc, sur le projet suivant, en effet, c'est le challenge, et c'est là qu'il est encore plus inquiet que sur ce projet-là, et Stono encore plus, c'est on se lance dans un projet où on va construire 900 mètres carrés de voûte de cave sur 2 étages, hein, donc il y a 400 ou 300 et quelques dessous, plus 500 dessus, puisqu'il y a un décalage dans le bâtiment, sur un terrain qui vaut que dalle, c'est-à-dire que c'est du 1 à 2 bars de pression, et notre objectif, c'est de faire flotter ce bâtiment. Si on rate, ben je ne serai pas là pour vous en causer la prochaine fois. Et si on arrive à se creuser les méninges suffisamment et que ça marche, on pourra définitivement se dire il y a probablement une autre voie. Voilà. Je peux revenir sur Dallas parce On y qu'apparemment on va. n'a pas beaucoup de temps. Excuse-moi. J'explique juste trois points que l'équipe donc a permis de résoudre, qui sont un peu visibles dans cette, euh, cette coupe. Si vous regardez bien, donc il y a quand même une fondation en béton sous le mur en pierre, et dans lequel il y a des câbles post-contrainte qui sont ancrés pour tenir le mur, pour l'ancrer aux fondations. Premièrement, donc ça c'est l'élément qui retient le mur verticalement, horizontalement, et là je ne sais pas si on va pouvoir. Ah oui, bah là on voit les trous. Là vous voyez les trous verticales, et horizontalement il y a des rainures engravées dans chaque lit de pierre, la place pour mettre des câbles qui, en fait, c'est une mur, c'est comme une mur ferraillée. Alors ça c'était pour, en cas de vibration sismique hors plan, d'éviter que les cailloux se barrent dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de précontrainte à l'horizontale, c'est juste la présence d'un câble qui fait que si jamais ça veut faire ça, ben ça ne peut pas. Voilà, grosso modo. La tenue au fruit, c'est vraiment la compression de la pierre sur elle-même avec un ancrage dans quelque chose qui est indéformable, c'est-à-dire la structure béton en dessous. Et, et deux autres points avant qu'on termine, parce qu'apparemment on a été un peu trop long après tout. C'est cette image-là, juste donc là où j'ai résisté l'idée d'utiliser de la mécanique trop sophistiquée, évidemment nous on a sculpté le bâtiment après un travail beaucoup moins digital, on va dire. On a sculpté le mur avec l'ordinateur, évidemment, en 3D, une maquette 3D. Et, euh, et je voulais éviter ça, ou simplifier un peu la taille de la pierre après. D'où l'idée de faire ça avec juste une chaîne, des coupes simples. Et je voulais éviter, je savais que c'était possible avec un robot, mais je n'imaginais pas qu'on pouvait utiliser. Où est-ce que tu veux Ah, on va demander de l'aide là. Donc, les gros blocs arrivent, ils sont débités au fil pour préformer un peu les angles, et après, et la découpe se fait. Peut-être il y a le film qui va montrer ça. On va finir avec le film en beauté. Ouais, c'est très bien. Bon, comme ça, vous verrez les étapes de fabrication. Et donc le robot, c'est juste pour vous dire que le robot dont je me méfie un peu pour les questions de prix, euh, c'est juste la dernière étape qui ponce des coupes droits pour les rendre courbes. Voilà. Et là où j'ai été convaincu, parce qu'on a fait une comparaison de prix, d'avoir des blocs indépendants empilés qui ne tenaient pas en plus. Euh, ok, voilà. Et avec la musique.
pardon, excusez-moi. Donc l'idée, c'est de faire des épandelages successifs avec des angles différents. C'est pour ça qu'il y a un berceau basculant qui permet de prédécouper au plus près les épandelages sur les redans. Donc là, on a le paquet saucissonné qui sort avec toutes les découpes dedans. À partir de là, on récupère la partie épanelée qui reste au milieu, qui est déjà bien aboutie, mais qui n'a pas encore les courbures, puisque le fil ne peut générer que des génératrices droites. Donc on va enlever, vous voyez, assez peu finalement, c'est-à-dire quelques centimètres de matière, alors que si on n'avait rien fait, on aurait dû taper dans 30, 40, 50 centimètres de matière. Donc on a limité au maximum les usinages de façon à déjà aller vite, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, on a taillé 650 mètres cubes de pierre en 4 mois. Voilà. Et là, j'ai eu que dalle. Donc là, oui, c'est la partie carottage. La partie carottage pour passer les câbles. Donc c'est dans ces trous-là qu'on vient percer pour faire le logement des câbles. On a percé 1 km à peu près de trous, quoi. Et ça, là, la fameuse finition au chemin de fer aussi, pour que ça soit à peu près d'aplomb. Et une partie du montage. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le lien qui relie l'appareillage et la façon d'envisager la taillabilité. Et là, vous en avez l'exemple, tout simplement. On n'a plus de temps, il n'y a pas de questions. Voilà. On est RP, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Normalement, dans le public, il faut le micro aussi, si on a embêté Olivier. Donc, c'est parti. Ouais. Et je peux poser une question un peu provocatrice. Par rapport aux fruits que montre votre mur, je voulais savoir si vous vous étiez interrogé sur le vieillissement de la pierre. Parce qu'on a un épiderme qui est directement exposé aux intempéries, etc. Alors non seulement on s'y est intéressé, mais on l'a d'une certaine façon résolu. Donc ça pourra vous servir si vous avez ce genre de problématique. C'est qu'il existe aujourd'hui des minéralisants, donc à base de silicate de potassium principalement, qui sont finalement c'est une forme cristalline qui vient se mettre à la surface de la pierre et qui n'empêche pas les échanges microporeux. Donc ça c'est intéressant. Et ils ont la particularité pour certains d'avoir des propriétés qui, grâce aux UV, alors, il y a toujours la recette de perlimpinpin, on ne vous dit jamais trop quoi, mais je pense que superficiellement, ça doit changer le potentiel énergétique en électronvolts, et ça empêche le développement des micro-organismes. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas de développement de lichen, vous n'avez pas de développement de mousse, ils n'arrivent pas à s'implanter. Voilà. Donc, c'est flagrant. Quand on fait un essai, on a fait des essais sur des pierres. Le témoin là, que vous avez vu a été non traité et il était noir au bout d'1 an et demi. Et là, chez Delas, ça fait maintenant 2018, 19, 20, 21, 22, 4 ans, et le mur reste blanc. Voilà. On a eu, ceci dit, on n'est pas des super-héros, hein, on a eu un problème comment ça s'appelle, de moisissure à l'intérieur, dû probablement à des problèmes de ventilation. Voilà. Donc on a refait du nettoyage, on a essayé de retrouver des solutions. Apparemment, ça a l'air stabilisé, je crois, je n'ai pas eu de retour récent. Mais en effet, c'était un vrai problème, parce qu'un mur qui penche, on ne peut pas le protéger, quoi. Vous ne pouvez pas mettre un acrotère qui dépasse de 3 mètres, quoi. Ça ne parle plus de rien, quoi. J'avais une question aussi, c'est sur les câblages verticaux là, qui descendent tous les 1 mètre. Vous carottez 4 cm, je crois, 4-5 cm de diamètre. Est-ce que le câble il est scellé dans un... Non. Alors, c'est contrairement aux pratiques que font Pierre et Alex chez la Stone Maçonnerie, où on va dire leur approche, c'est du câble qui est tendu et après qui est grouté, hein, je crois que c'est le terme, avec un scellement autour qui rend le câble complètement marié à la pierre, qui permet dans certains cas même d'enlever les ancrages extérieurs, comme sur une poutre précontrainte en béton, hein, qu'on fabrique dans des usines. Nous, on a préféré conserver le câble libre pour une simple et bonne raison, ça s'appelle la maintenance.
C'est-à-dire que si votre câble a un problème, comment vous faites pour le changer? En tout cas, dans un ouvrage exposé comme ça. Donc, les calculs qu'ont fait Marine et Fabien permettaient d'enlever complètement un câble, d'y accéder. Donc, on a gardé des accès au câble. On peut donc le changer, le retendre, et c'est reparti pour un tour, puisque la pierre, elle, en elle-même, elle va durer 200 ans s'il faut, quoi. Il n'y a pas de problème. Depuis le bas aussi, on a accès en bas au départ du câble. Complètement. Et il n'y a pas de réglage nécessaire sur ce type de structure tous les 2 ans, venir remettre un coup de tension, serrer le boulon. Alors, on a mis des capteurs, qui sont toujours en place, hein, sur 3 câbles. On a instrumenté 3 câbles avec des capteurs inductifs, je crois, c'est un truc comme ça, qui regardent la perméabilité magnétique du câble et qui renvoie un signal électrique qu'on peut lire avec un appareil et qui nous donne la tension effective dans le câble. Donc on a fait des mesures à échéance au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an. Voilà, après, il y a une stabilisation. Donc à tout moment, on peut aller vérifier la tension des câbles et il ne se passe rien, quoi. Le câble est tendu et puis c'est tout, quoi. Et ce que tu disais sur le rapport entre la pierre et les chaînages béton armé, enfin béton, toi tu penses que vraiment quand c'est en béton, c'est trop rigide et ça se marie mal avec la pierre, les petites dilatations de la pierre, mais quand on est sur un câble plus libre, selon toi, on est correct. Alors on n'est pas du tout sur le même principe en fait, c'est-à-dire que quand on utilise un chaînage, on crée une structure qui elle est censée reprendre l'effort, à la flexion notamment, hein, c'est l'idée, c'est de reprendre l'effort à la flexion. Là, le câble, il n'a qu'un but, c'est d'ajouter de la gravité sur la pierre. C'est comme vous prenez, dans votre boîte à sucre, là, vous prenez 5-6 sucres, vous les mettez sur la table, si vous serrez comme ça et que vous soulevez, vous avez une poutre. Vous créez de la force artificiellement, mais vous n'avez pas de chaînage dedans, vous n'avez pas rentré dedans un boulon, quoi, une vis. Et ça garde un tout petit peu de souplesse, Oui. minimum, mais qui est nécessaire aussi. Ça, c'est pareil. La recherche de la rigidité, c'est absolument pas ce qu'on recherche en pierre. Ce qu'on recherche en pierre, c'est de la flexibilité dans quelque chose qui apparemment est rigide. Merci. Je vous en prie. Une question de Michel Houtal. Oui, juste une question de technique. À propos des câbles, quand on fait les percements, bon, ils sont faits avec une tige rectiligne, et puis sur le morceau d'après, j'imagine également, avec un angle un peu différent, et ainsi de suite. Donc, est-ce que le Il faut bien viser. Voilà, est-ce que oui, justement, il faut bien viser, bon. Mais est-ce que le casse dans le cheminement du câble crée des problèmes? Alors, d'un point de vue structurel, quand on tire sur un câble qui n'est pas rectiligne, on engendre ce que Marine et Fabien appellent des effets de poulie dans leur jargon d'ingénieur, c'est-à-dire que on va avoir tendance à vouloir mettre ce qu'on est en train de contraindre droit. Le câble va vouloir redevenir droit. Donc, dans la mesure où il va forcément toucher la pierre quelque part, il faut qu'on évite 2 choses. De blesser le câble, parce que si on blesse le câble, on ne sait pas trop sur quoi on peut compter, hein, c'est-à-dire qu'il peut casser, et de s'assurer que les efforts au niveau du contact ne soient pas des efforts mous, c'est-à-dire qu'un câble en acier sur une pierre tendre, si ça travaille, ça fait une scie, hein, d'accord? Donc si vous prenez pas de précaution, si vous ne faites pas un montage particulier, vous allez tendre, puis vous allez voir que vous perdez de la charge, vous allez retendre, et puis vous allez perdre de la charge, et puis au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que comme le câble, vous pouvez le tendre très fortement, vous allez cisailler la pierre, c'est-à-dire que ça va claquer, et vous allez refendre votre pierre en deux, quand c'est une pierre tendre, hein. Donc on a créé des interfaces au niveau des changements de direction, qui permettent, elles, de répartir l'effort sur une surface beaucoup plus grande, et donc du coup la pierre est, on va dire, suffisamment résistante, et cette interface-là permet au câble de glisser. Voilà, ça c'était important aussi. On est voyé dans la photo qui est plus Ouais. là, mais des sortes de disques perforés qui Donc ça, guidaient le câble. Donc Voilà. le trou dans la pierre est comme ça, et le guide comme ça, et il y a un petit guide qui permet de récupérer la différence d'angle. Donc ça, on ne l'a pas trouvé dans la littérature parce qu'il a fallu l'inventer par rapport aux problématiques. Donc c'est vraiment le travail d'interaction qui joue. Et c'est pareil pour percer. Pour percer ces 900 mètres de trou, je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont tenu une carotteuse, mais une carotteuse avec une carotte, on va dire, de 1,20 m en bout de machine, vous faites un trou et puis après vous vous dites... et quand en plus il faut donner un angle,
parce qu'il faut que ça corresponde tout ça, hein. Et ben là c'est pareil, on n'avait pas de machine, les carotteuses elles sont toutes droites, donc on a fabriqué en interne une machine, voilà, qui prend de l'angle et qui nous permet de nous régler. Donc ça a nécessité, ce projet-là a nécessité de trouver des solutions, de créer de l'outillage, hein, afin d'être cohérent jusqu'au bout. C'est important. Voilà. 15,7. 15 mm 7, il est galvanisé, il est graissé et il est gainé. Donc il est donné pour 25 ans en milieu marin. Bon, ça devrait aller. Et puis c'est tout. Et puis merci beaucoup pour cette Merci. dernière intervention. Percutante. C'est quand même le seul intervenant qui a posé des questions à la salle de la journée, donc ça se salue. Alors sinon, moi je m'ennuie et eux s'endorment. Alors. Merci à vous deux.